Elle avait un sourire, c'est un véritable soleil. Cette porte entrouverte, c'est la dernière image qu'on a d'Adeline. Acheter le silence de quelqu'un pour un assassinat, moi personnellement, ça me choque. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi la direction avait autorisé la sortie accompagnée dans un lieu situé dans le bois où il a commis ses 2 précédents crimes. À ce moment, c'est l'horreur. Elle a été victime de quelqu'un qu'elle a voulu sauver. On a créé des échelons de manière à pouvoir trouver des coupables, des boucs émissaires, pour protéger quelque part le politique. Elle est morte pour rien, mais qu'on fasse qu'au moins que ça se reproduise plus, quoi. L'affaire Adeline repose la question délicate de l'équilibre, du bon dosage à trouver entre le contrôle strict des détenus dangereux et la confiance qu'ils revendiquent auprès de la société. Dosage complètement erroné et même tragiquement mortel le 12 septembre 2013. Ce jour-là, Adeline Morel, qui est sociothérapeute à la Pâquerette, effectue une sortie à but thérapeutique avec un de ses détenus dangereux. Elle ne reviendra pas vivante. À l'heure du procès, nous avons choisi de vous remontrer en un seul bloc les 3 parties de l'enquête déjà diffusée par les coulisses de l'événement. 3 parties, le rappel des faits, le fonctionnement de la Pâquerette et les dysfonctionnements au sein de l'État. Enquête réalisée par Béatrice Guelpa, Éric Bello, avec la collaboration de Romaine Jean. Bonsoir, c'est à nouveau arrivé en Suisse. Un détenu a tué sa thérapeute lors d'une sortie à Genève. L'homme est un violeur récidiviste. Il était seul avec cette jeune femme de 34 ans, partie pour une thérapie équestre. Il est toujours en fuite. Comment a-t-on pu en arriver là à nouveau, quelques semaines après le meurtre de Marie dans le canton de Vaud? Pourquoi ce récidiviste a pu sortir de ce centre thérapeutique? Elle nous avait laissé un papier où elle disait tout ce qu'on devait faire avec la petite. Elle avait écrit « Bonne journée à tous les 3 ». Elle avait dessiné un soleil et un cœur. Et ça, c'est vrai que cette image, elle nous reste toujours. Et puis, ce jour-là, on allait chez Ikea le soir acheter des meubles dans sa nouvelle maison. Et elle devait acheter des armoires. Son papa devait l'aider à les mettre sur la voiture. C'était convenu, puis qu'on mangerait chez Ikea d'ailleurs. Adeline habite chez ses parents avec Rohan, son compagnon et leur fille de 8 mois. Ils ont acheté une maison en juillet et doivent déménager chez eux dans les prochains jours. Tous les matins, elle ouvrait la porte de notre chambre au moment où elle partait travailler pour qu'on entende la petite quand elle se réveille. Cette porte entrouverte, c'est la dernière image qu'on a d'Adeline. Rohan et Adeline travaillent tous les deux comme sociothérapeutes à la Pâquerette, une unité réservée aux détenus dangereux située dans la prison de Chandelon, à Genève. Ce 12 septembre, elle doit accompagner un homme, un violeur, récidiviste, pour une sortie à l'extérieur. Il s'agit de la 2e sortie pour cet homme condamné à 20 ans de prison, après 10 ans passés derrière les grilles. Je lui dis, écoute, cette sortie, je la sens pas. Va pas dans les bois avec ce mec, il est taré. Je lui ai dit ça. C'est terrible, mais... Puis elle répond que de toute façon, ça se passera comme les autres sorties. Rohan n'est pas tranquille. Rien d'objectif, juste un pressentiment, diffus. Peut-être parce qu'il veut s'en convaincre, c'est une des dernières fois qu'il va trembler pour la femme qu'il aime. Depuis son retour de congé maternité, en fait, elle cherchait à partir. Elle-même, elle voulait plus travailler là-dedans et prendre de risques, en fait. Maintenant qu'elle avait une petite fille. Je me disais, bon, il nous reste plus que ça, et puis c'est fini. Aussi, j'avais cet espoir-là qu'on s'en aille, qu'elle s'en aille. Ce jeudi 12 septembre, à la réunion du matin, Rohan annonce sa démission au détenu. Adeline se prépare. Le détenu, lui, plaisante. On se dirige vers le bureau.
Adeline commence à rentrer dans le bureau, les détenus la suivent, et il lui dit « T'as pris les sous, chérie ?» Les sous pour la sortie, donc. Puis elle se retourne, elle lui dit « Comment ? J'ai pas compris. » Puis il lui répond « Non, mais je rigole. » Et puis elle a fait « Ah bon, sinon je m'inquiéterais. » Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Selon la police, Adeline et le détenu passent le portail de la prison à 10h06, avec près de 800 francs en liquide pour la journée. Sur la feuille d'autorisation de sortie délivrée par les HUG, le programme est succinct. Séance d'équithérapie dans un manège de Bellevue, repas chez Lippe et divers achats en ville. J'ai même pensé à les suivre, etc. Mais je pouvais pas le faire. 10h26, la voiture de la pâquerette se gare au 3e sous-sol du parking du Mont-Blanc. Depuis la prison, le détenu a réservé par téléphone un cure-pied équestrian, outil dont il dit avoir besoin pour sa thérapie. Mais il a modifié sa commande la semaine précédente. Personne n'est au courant. Quelques minutes plus tard, ils sont dans ce magasin et il ressort de la boutique avec un couteau Hunter XS, un modèle équipé d'une lame lisse de 10 cm et d'une lame dentelée pour dépecer le gibier. 10h47, il quitte le parking, direction le centre équestre Anima, à Bellevue. L'individu lui fait prendre un autre chemin. Juste avant 11h, le détenu laisse un message sur le répondeur du centre équestre pour dire qu'ils auront un peu de retard. Mais au bout du chemin, il n'y a pas de centre équestre. Il y a cette maison fermée depuis des années. Cette maison abandonnée. Et puis derrière, il y a ce champ. Ce champ désespérément vide, sans chevaux. Une femme remarque 2 personnes entre les arbres. Un cavalier passe à proximité. Le détenu attache Adeline à un petit tronc avec les 2 foulards qu'elle porte sur elle. Mais ce qui s'est passé ici, une seule personne le sait. L'après-midi, vers 1h, j'ai couché la petite et soudain, je me suis sentie très mal. Et je ne sais pas encore maintenant pourquoi. Je me sentais vraiment même mal, comme si j'allais m'évanouir. Et puis j'ai appelé mon mari par la fenêtre qui était au jardin. Il est venu, je me sentais vraiment très mal, sans aucune raison, sans rien. Et puis subitement, je me suis sentie de nouveau très bien. Vers 14h, Roanne est toujours à Chandolon. Le centre équestre vient seulement de téléphoner à la pâquerette pour signaler qu'Adeline et le détenu ne sont pas venus. 3 heures après le rendez-vous. Le manège n'avait aucune consigne de sécurité. Ses responsables ne savaient pas quelle était la nature des crimes de leurs futurs clients. À Chandolon, c'est la panique. Mon chef, il vient vers moi et il dit il y a un problème avec la sortie. Et là, j'ai compris tout de suite. Je me suis dit, là, il y a quelque chose de grave. Là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe. Et puis, il m'explique qu'ils ont eu un appel du centre équestre et qu'ils n'avaient pas de nouvelles de la sortie, quoi. Pas de nouvelles d'Adeline, qu'ils essayaient d'appeler sur son attel et que ça ne répondait pas. Donc tout de suite, moi, j'ai appelé sur son attel. Ça sonnait, mais dans le vide. À cette heure-là, l'homme est déjà loin, près de Soleure. Le détenu en fuite avale les kilomètres. Il s'est arrêté au resto-route de la Côte pour acheter une boisson et des barres de céréales. La police est avertie à 14h40. À la pâquerette, Roanne tourne en rond. Il appelle tous les lieux où ils sont censés être passés. On appelle Victorinox et là on nous dit que les filles sont effectivement passées. Et là j'apprends donc que c'est un couteau en fait. J'apprends ça à ce moment-là en fait. Et là je dis au gardien, je dis donc à mes collègues présents, je dis mais c'est quoi cette histoire de couteau? Pour moi c'était un cure-pied. Alors Roanne décide de mener sa propre enquête. Il quitte la prison avec un collègue et il rassemble toutes ses forces pour rester calme, logique, concentré sur un seul but, retrouver Adeline.
Le centre équestre était près d'une frontière, je me suis dit je vais alerter la police française, parce qu'il y a de grandes chances qu'ils soient partis. Donc je vais à la police d'Annemasse, il est 4h moins 10. Alors la réponse c'est tout de suite, comment vous laissez une femme partir avec un tel individu? Ce qu'on fait c'est qu'après on part, puis je dis à mon collègue, bon ben maintenant on va à Victorinox, puis on va leur demander. Puis mon collègue lui, il prescrit plutôt d'aller... ce qu'il dit c'est qu'on va plutôt aller sur les lieux. On a plus de chances de la retrouver sur les lieux. On était en route pour le centre équestre. Et la police genevoise m'appelle et me demande de me rendre au poste de police. Si bien que finalement on n'est pas allé sur les lieux, puis tant mieux peut-être. Parce que je pense que ça aurait été l'horreur de la retrouver. Quand la police en fait nous appelle et me demande de venir, c'est vrai que là je craque. Jusqu'à 16h, comment dire, j'avais encore un espoir que peut-être qu'il y a eu peut-être un accident, peut-être qu'il a plus ou moins séquestré, et puis qu'elle essaye de le ramener, et puis qu'ils vont arriver, qu'ils vont revenir finalement. J'ai l'espoir qu'ils reviennent en fait. J'avais encore cet espoir-là. Et quand je vois qu'il est 16h05, je dis à mon collègue, là c'est foutu. Là c'est bon. Juan, il nous a appelé vers 17h, il nous a dit, je me souviens très bien, il m'a dit, t'es assise? Et puis je dis oui, Adeline a disparu. J'ai eu comme un choc, c'était un voile noir, je me suis dit, oh, mais où est-elle, mais elle va arriver. C'était, je sais pas, c'est comme si j'y croyais pas trop. Je me persuadais qu'elle allait revenir. Moi j'étais au jardin et j'ai tout laissé sur place. D'ailleurs c'est resté 2 ou 3 semaines je crois sans que je retouche ces outils. Mais pendant les heures qui ont suivi, on n'a pas eu la sensation qu'elle serait déjà décédée. On était toujours dans la phase, elle est quelque part, où peut-elle être, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on avait de l'espoir. Rohan est au poste de police de Karl Vogt. Les inspecteurs l'interrogent, cherchent des pistes. Ils font 3 fois l'aller-retour à Chandelon, dans la cellule du détenu, en quête d'indices. Rationnellement, s'il veut fuir, il n'a pas besoin de la tuer. Il peut juste l'attacher quelque part, la bâillonner, même l'endormir, l'assommer. Et là, donc, l'enjeu, c'était, faut qu'on la retrouve. Et puis là, je m'inquiétais pour elle. Je me disais, mais est-ce qu'elle a froid? Est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que finalement, elle va pas mourir de froid? Je me disais même, s'il l'avait abandonnée quelque part. Donc en fait, toutes sortes d'idées noires. J'avais toutes sortes d'idées noires qui me venaient à l'esprit. Et puis je disais aussi à mes amis, bon, au pire, je dis, bon, admettons qu'il l'ait violée mais qu'il ne l'ait pas tuée. On mettra quelques années à s'en remettre. Mais ce sera encore réparable. On se couchait, on se relevait, on ressortait, on rentrait. On savait vraiment plus, c'était une lutte perpétuelle contre justement l'impensable. Je pensais à ma fille, comme elle était gentille, comme on avait de bonnes relations, qu'on avait tellement de chance d'avoir une fille comme ça. Et puis, pourvu qu'on ne l'enlève pas. Et puis après, la petite dormait très très bien. Alors ça me rassurait, parce que chaque fois que j'allais la voir, elle dormait. J'imaginais s'il arrivait quelque chose. Puis d'ailleurs, je lui disais toujours, tu sais, tu auras une maman, ta maman, elle n'est pas morte, tu as une maman. Puis elle avait l'air très paisible et ça me rassurait en fait. Elle a été paisible tout le long. C'est une attente hors du temps en fait. On ne sait même pas ce qu'on attend. En fait, on attend des bonnes nouvelles, on attend une bonne nouvelle, on espère une bonne nouvelle en fait. Et puis en même temps, les heures sont longues, les minutes sont longues. Donc c'est l'angoisse en fait. C'est une nuit angoissante. Une sorte de l'horreur et des visions d'horreur et de l'espoir en fait, toujours entre les deux. Il me semblait que je l'entendais dehors.
Il me semblait que je l'entendais gémir, je l'entendais... Et puis, il n'y avait rien du tout qui se passait dehors. Mais j'avais un besoin continu de sortir. Je ne tenais pas dans cette maison. Il fallait que je sois dehors. Je l'entends encore des fois quand je me réveille la nuit. Je crois qu'elle gémit dehors. Puis je tenais à rester à la police toute la nuit parce que je me disais, si elle revient, je vais être là, peu importe dans l'état dans lequel elle se trouve, je vais être là, quoi. Je veux même pas que quelqu'un d'autre puisse l'accueillir, je veux être là, peu importe. Je voulais être là, quoi. Je voulais être présent. Et puis dans la nuit aussi, la police nous a demandé d'aller chez mes beaux-parents pour recueillir des affaires d'Adeline, pour donner... pour les chiens, en fait. Donc vers 4-5 heures du matin, on prend la voiture, on va chercher une brosse à dents, une brosse à cheveux, des bas, enfin, quelque chose où il y a quelque chose avec l'odeur d'Adeline dessus. Et puis on ramène tout ça, et puis apparemment ils l'ont retrouvé comme ça avec les chiens vers 8 heures du matin, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, aux alentours de 10 heures, là, ils arrivent à plusieurs policiers, ils me demandent de m'asseoir. Puis... Rohan appelle immédiatement ses beaux-parents. Mais ils sont déjà au courant. C'est donc un de leurs neveux qui avait trouvé l'information sur Internet. Donc voilà comment ils ont appris mes beaux-parents. Je les ai appelés tout de suite, mais je n'ai pas pu leur dire moi-même. Je pensais que c'était à moi de le dire quand même. Le neveu est en vacances en Italie. Il surfe depuis son hôtel et découvre l'information sur le site du Matin. J'ai ouvert l'ordinateur, j'ai regardé aussi le Matin, et puis le texte et le titre de l'article étaient ambigus. Il y avait bien l'article, le titre de l'article qui disait qu'ils avaient retrouvé le corps d'Adeline, mais le texte était un petit peu ambigu. Alors on osait y croire encore, malgré que le titre est très sans équivoque. Les phrases imprimées sont vides de sens. Les parents lisent mais refusent de comprendre les mots. Ils se battent une dernière fois contre l'inacceptable. Ce jour-là, la police reste très vague sur les circonstances de la mort d'Adeline. On n'a pas pu apprendre ce qui était arrivé en fait, ce jour-là, on n'a pas appris. Donc on a questionné, et on nous a répondu que c'était une mort violente et qu'apparemment elle n'avait pas trop souffert, parce que c'était violent et soudain. C'est tout ce qu'on a su donc. On me dit mort violente. Je me suis dit, il fait quoi? Il l'a frappé, il l'a étranglé, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a tout qui vous vient à l'esprit. Puis en fait, c'est pas tant finalement la façon dont elle est morte, mais c'est plus est-ce qu'elle a souffert? La question qui me vient, c'est ça. Est-ce qu'elle a souffert longtemps? Est-ce qu'elle s'est rendue compte? C'est ça en plus le genre de question. On a besoin de tout savoir. Qu'on arrête de se faire des films, qu'on arrête de s'imaginer les choses. Parce que quand vous vous imaginez, l'imagination elle est sans fin. Hein. Le lendemain, Rohan est chez ses beaux-parents. Sa belle-mère découvre le titre de la Tribune de Genève. Impardonnable. J'étais à l'étage, puis j'entends des cris en bas, puis je descends, et puis en fait, c'est la Tribune de Genève qui titre impardonnable, égorgé, ligoté. Enfin voilà, c'est là qu'on apprend en fait ce qui lui est arrivé en fait, dans la presse, en gros titre. C'était un coup de plus. En fait, c'est encore un coup qu'on nous assénait, quoi. Je crois que le plus gros coup, c'était ça. C'était la manière dont elle est morte. Qu'elle soit morte, c'était une chose terrible. Mais la manière dont elle est morte, c'était abominable, c'était effrayant. C'était quand on m'a appris qu'elle était égorgée, je ne savais plus où j'en étais. Vraiment, j'arrivais plus à retrouver un sens à la vie, à rien du tout. C'était épouvantable. Fin de cavale pour Fabrice A. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi. Le meurtrier présumé d'Adeline a été arrêté à la frontière germano-polonaise.
Recherché par toutes les polices d'Europe, Fabrice A été arrêté à 15h45 dans la région de Schwedt, près de la frontière germano-polonaise. C'est la police polonaise qui a mis fin à une cavale de 4 jours. Le pire était arrivé, donc qu'ils le retrouvent pas, peu importe, pour moi c'était... Pour moi le monde s'était écroulé, donc... Tous ces jours, c'était simplement... C'était pas l'attente qu'on le retrouve. Tous ces jours, on attendait son corps. Moi, j'attendais juste qu'on nous ramène son corps. Je voulais qu'elle soit auprès de nous. Je m'imaginais, elle est dans une morgue, je sais pas où. J'imaginais qu'on la découpe, parce qu'il y a une autopsie, toutes ces horreurs-là, quoi. J'ai même pensé à interdire l'autopsie, bon, c'était pas parce que je voulais pas qu'on l'abîme, je voulais pas qu'on fasse ça au corps de la mère de ma petite, quoi. Puis là, c'était quand même... Ça a encore été l'horreur qu'on a vu le corps, parce que... On ouvre les portes de la chapelle, et puis là, on a un mouvement de recul avec les parents, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Parce qu'avant de l'exécuter, en l'égorgeant avec son couteau, il a tenté quand même de l'abuser. Il a tenté. Donc ça n'a pas duré 2 minutes, ça n'a pas duré 3 minutes. Peut-être que ça a duré une demi-heure en tout, je sais pas. Maximum 1 heure. D'après l'enquête, ça a duré au maximum 1 heure. Mais 1 heure, c'est long. 1 heure à vivre l'horreur. 1 heure à se dire, je ne verrai plus jamais ma fille. 1 heure à se dire, 1 heure à essayer de s'en sortir. Quand on s'imagine tout ça, c'est juste... Tout ce qu'on lui souhaite, c'est moi, ce que je lui souhaite, c'est qu'elle se soit évanouie et puis qu'elle ait rien vu, quoi. Sans la foi, je pense qu'on ne s'en serait pas sorti du tout. Alors, c'est clair que maintenant, c'est par l'espérance qu'on essaye de s'en sortir. Alors, voilà, puis on est sollicité par notre petite fille aussi, ça c'est vrai. C'est un rayon de soleil, elle est gaie, elle est bien, elle évolue bien, malgré qu'elle soit dépouillée de ce lien vital de sa maman. Elle est heureuse. Elle évolue tout à fait normalement comme tous les enfants. Alors c'est clair qu'on a toujours... On vit... On lui explique tout ça. On va tous les jours au cimetière avec elle. Elle sait que sa maman est là. Elle fait un bisou sur la photo, elle lui met un petit caillou, on va chercher un marron, elle le pose. Et pour elle, c'est un bonheur. D'ailleurs, si on n'y est pas allé, elle dit « on va voir maman, on va au cimetière, on va voir maman ». Elle dit toujours. Et elle est contente. Et pour elle, c'est un rite heureux. Avant son arrestation, cet homme, condamné à 20 ans pour 2 viols, purgeait sa peine à la pâquerette. Comment fonctionnait cette unité, située au 4e étage de la prison de Chandelon? Quelles sont les dérives qui ont conduit au drame? Pour préparer à la réinsertion de ces détenus dangereux, la pâquerette appuie son travail sur une méthode mise en place en 1986, la sociothérapie. Un système qui a fait ses preuves. C'est une thérapie qui est apportée plutôt par le groupe, par la société. On part du principe que, à travers le groupe, la personne qui a, par exemple, un trouble du comportement va pouvoir tranquillement s'améliorer. Une détention sur mesure, où les 11 prisonniers discutent, circulent librement durant la journée. Ici, on parle de pensionnaires, pas de détenus.
L'homme qui a avoué avoir tué Adeline a été admis à la Pâquerette le 29 août 2012. Un an plus tard, lorsque les policiers genevois perquisitionnent sa cellule après le crime, voici à quoi elle ressemble. Voici ce qu'ils y trouvent. Des plans, des cartes routières, une clé USB avec des clips de Lady Gaga, des CV, des documents. Ce livre, La psychologie pour les nuls, annoté avec des passages soulignés. Plusieurs dizaines de films porno dans son ordinateur. Et puis, une carte de l'Europe épinglée sur le mur, avec cet itinéraire précis de Zurich à Dublin. Au cours de cette enquête, nous avons rencontré plusieurs gardiens. Marc, agent de détention pendant 3 ans à la Pâquerette, a accepté de témoigner à visage découvert. Bouleversé par le drame, il raconte les conditions de travail particulières de cette unité. Faire une fouille correcte demande vraiment à ce qu'on fouille partout, dans tout, qu'on contrôle tout, et là, on n'arrivait pas. C'était pas possible. Vu que tout était autorisé, parce qu'ils avaient... Tout était OK par rapport à la direction avec ce qu'ils avaient en cellule, les fouilles étaient extrêmement minimalisées. Entrer dans la cellule 468, c'est plonger dans l'univers d'un tueur. Instable, chaotique, disparate, fait de passions successives, il passe des Amish à l'islam, de la pop au hard rock. Il se prend de passion pour le Dr Letter et Hannibal Letter. Enfin, en tout cas, il se prend de passion pour le Seigneur des Agneaux, Dragon Rouge. Voire il s'identifie même presque au tueur, quoi, dans ces films-là. Il se prend de passion pour ces films. Entre-temps, il a une passion pour Lady Gaga. Il y a Lady Gaga partout. Voilà, il passait de l'île à l'autre. Open your eyes. No, I am the dragon. Give me what I need. J'ai souvent eu ce sentiment de peur, surtout quand il piquait des colères ou qu'il était fâché. Oui, j'ai eu ce sentiment de peur. Il regardait beaucoup de vidéos où il retrouvait ces scénarios pervers. Et voilà, et c'est pas parce qu'on les regarde qu'on va pas les mettre, les réaliser. Je crois qu'il était là à essayer de réaliser cette vie fantasmatique d'une extrême violence, où l'autre n'existe pas. L'expert psychiatre avait dit que cet homme est manifestement dangereux, et il le dit. Il le disait lui-même qu'il était dangereux, l'expertise en 2002. Dangereux pour autrui. Liliane Daligan, psychiatre, experte auprès des tribunaux à Lyon, le connaît bien. En 2002, elle avait examiné une de ses précédentes victimes. En 2011, une nouvelle expertise, suisse cette fois, n'est guère plus optimiste sur ses chances de guérison. Si nous ne sommes pas en présence d'un expertisé présentant une psychopathie, il n'en demeure pas moins que le risque de récidive reste modéré et présent. 45%, pour moi, il avait un risque sur 2 ou 50% de risque de récidiver, ce qui pour moi est déjà énorme. On va dire que c'était un risque modéré. Quand on sait que le viol est souvent une recherche de l'annulation de l'autre, donc de la mort de l'autre, cette volonté de toute puissance et de domination qu'était la sienne pouvait en effet aller jusqu'à la mort. Elle était là en filigrane pour moi. La pulsion meurtrière est toujours là chez le violeur, surtout le violeur à répétition qui quand même attachait, prenait un couteau. Enfin, il avait promené son couteau sur tout le corps de la victime que j'ai expertisée. Alors pourquoi l'a-t-on laissé sortir? Premier constat, cette sortie n'aurait jamais dû être autorisée. C'est ce que pose d'emblée le rapport de Bernard Ziegler, mandaté par le gouvernement genevois. Le 9 octobre, moins d'un mois après le drame, il déclare devant une salle comble: l'autorité d'exécution des peines ne pouvait pas autoriser les sorties accompagnées qui étaient programmées sur la base du dossier qui était en sa possession au moment où le service concerné a pris sa décision. Cette sortie était donc illégale. Voici comment elle a été préparée. Le 19 avril 2013, la directrice de la Pâquerette demande au service d'exécution des peines et mesures, le SAPEM, une autorisation de sortie pour qu'il puisse faire une thérapie équestre. Le 25 juin, son médecin traitant approuve.
cette activité pourrait l'aider à canaliser son énergie. C'est sur cette base que le SAPEM donne son feu vert, le 5 juillet. Le problème, ces services ont oublié que le détenu doit être soumis à une nouvelle expertise et passer devant la commission de la dangerosité avant toute chose. Mais ce n'est pas tout. Des signaux auraient dû alerter à l'interne pendant l'été. Le 14 août, le détenu s'énerve, se gifle et piétine ses lunettes. Le condamné en question a pratiquement agressé presque physiquement une des sociothérapeutes qui a pris peur. Son psychiatre n'a pas été averti. La décision de sortie n'a pas été remise en cause. Alors qu'il y a un deuxième signal qui vient cette fois des détenus eux-mêmes. Toujours dans la discussion de ce cas, apparaît une déclaration faite par un co-détenu, confirmée d'ailleurs par un autre co-détenu, qui disent de toute façon, si le condamné en question il sort, il ne va pas revenir. Il va en profiter pour prendre la poudre d'escampette, il va s'évader. Après coup, oui, il y a eu des signaux d'alarme. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a juste pas les bonnes lunettes. On ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? C'est tout simplement parce qu'il y a pire à côté. Il y avait d'autres détenus qui étaient plus menaçants, plus réfractaires, qui pouvaient même insulter, qui pouvaient même déborder, voire menacer, et qui pouvaient continuer à sortir. Ils pouvaient passer inaperçus, parce qu'un certain nombre de pervers peuvent passer inaperçus. Il y a une manière d'être, de faire croire que tout va bien, c'est calme, voilà. Maintenant, je raconte des histoires où il n'y a plus de violence, où je dis moins mes fantasmes, et on peut en effet croire que la dangerosité s'est amoindrie et même modérée. Ce détenu a sans doute manipulé le personnel de la pâquerette. Mais ce que cette affaire révèle, ce sont surtout les dérives de cette institution. Le glissement vers toujours plus de droits pour les prisonniers. Et pour commencer, un accès quasi illimité à Internet. Au début, Internet a été ouvert simplement pour qu'ils puissent aller sur des sites liés à leur formation. Petit à petit, ça s'est ouvert à tout. C'est vrai qu'il y avait des agents de détention et même des sociothérapeutes qui disaient qu'on prenait des risques, qu'on avait un visuel sur l'écran, mais que quand ils mettaient des clés, etc., on ne contrôlait pas ce qui se passait. Et là, on avait des personnes qui étaient douées en informatique, notamment dans nos détenus. Donc, face à ces craintes, on nous renvoyait qu'il ne fallait pas qu'on soit paranoïaque et un couteau ne sortira pas de l'écran de l'ordinateur, qu'il n'y aura pas une arme qui va tout d'un coup surgir comme ça de l'écran. Les notes internes de la pâquerette soulignent pourtant à plusieurs reprises les penchants abusifs du détenu pour Internet. Malgré cela, voici le genre de page qu'il consultait. Il a aussi été au moins 4 fois sur le site de ce magasin. Un sociothérapeute à côté de lui, il a pu commander un couteau muni d'un cure-pied. Cependant, 10 jours avant le drame, il a modifié sa commande pour un Hunter XS sans que la direction ne le sache. C'est un permis de tuer pour moi, puisque c'est toujours avec les couteaux qu'il avait commis ses viols antérieurs. Il lui fallait cette arme qu'il savait à menacer, à dessiner sur le corps. Et là, lui permettre d'aller acheter un couteau, c'était un permis de tuer, c'est sûr pour moi. Pour Jean-Pierre Restellini, ancien médecin-chef de la prison de Chandelon, spécialiste du monde carcéral et grand défenseur de la sociothérapie, le problème est encore ailleurs. Dans le rétroscope, c'est facile de dire c'était surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, un monsieur ou une dame qui a déjà à plusieurs reprises passé à des actes de violence à travers les couteaux, qui fait une espèce de fétichisation du couteau ou de l'arme à feu, ça peut être important d'en discuter avec lui. Ça peut être important de constater qu'il va à plusieurs reprises voir des sites, puis ensuite d'élaborer ça avec lui. Le problème, c'est pas tant qu'il aille voir ces sites, c'est que c'est pas élaboré après. Cette femme a travaillé comme sociothérapeute pendant plusieurs années à la pâquerette. Elle témoigne à visage caché, car les employés n'ont pas le droit de s'exprimer aujourd'hui. Mais elle confirme. Ici, on parlait de tout, mais jamais des délits. On faisait un travail qui était simple, c'est-à-dire on accompagne les détenus, on suit les réunions, les assemblées, les groupes de parole, où on parlait souvent de tout et de rien. Mais on ne parlait pas de leurs délits, on ne parlait pas de leurs besoins, de leurs problématiques de récidive, on ne parlait pas des outils à mettre en place pour les aider justement à éviter ces récidives. C'était pas du tout discuté.
Lors de sa première sortie, le 3 septembre 2013, l'homme s'était déjà rendu sur les lieux avec une autre sociothérapeute. Ici, près de la maison abandonnée, dans cette forêt. Un vrai repérage. Sur Google Maps, on peut focaliser, et puis à tel point qu'on voit les maisons aussi. Et donc il m'a montré les lieux, voilà, le manège, là il y a une maison, puis il y a des maisons abandonnées. Donc, si c'est fait consciemment, c'est très vicieux, parce qu'il m'a montré là où il allait la laisser en fait. Adeline a été retrouvée à proximité du centre équestre. Un lieu situé à 2 km à vol d'oiseau de là où il a commis ses crimes précédents. Tout est dans son dossier. Pourtant, ce manège, c'est lui qui l'a choisi, comme il a choisi Adeline. Pourquoi l'a-t-on laissé faire? Il n'y avait pas d'étude de dossier avec mise en place d'objectifs. En fait, il n'y avait pas de méthodologie. Jamais c'est arrivé qu'on prenne un dossier, tous ensemble, et puis qu'on l'épluche. C'est jamais arrivé. Ce qu'on fait ailleurs. C'était beaucoup, faut faire confiance, on fait confiance, on est dans le rapport humain. Il y a des côtés très positifs à ça, hein. Faire confiance. Jusqu'à quel point? Elle est où la limite? C'est ça le problème. On fait confiance, la limite, elle est où? Il pouvait choisir avec qui il voulait sortir. Effectivement. Et ça vous surprend? Je trouve que c'est un non-sens total. Il n'y avait jamais de nom, il n'y avait jamais de sanction, parce qu'il y avait toujours cette image du lapinou qui souffre, et puis qu'on devait comprendre les souffrances de ces gens. Je peux avoir de l'empathie, mais je n'ai pas de sympathie à avoir non plus. À un moment donné, je travaille pour la société, qui me mandate pour un travail qui est concret, c'est de la protéger. Et la société n'est pas un laboratoire. Les personnes avec lesquelles on va travailler dans une pâquerette, c'est pas de 12 agneaux. Je pense qu'ils avaient peut-être les yeux trop près du guidon. Manque de distance, absence de réelles sanctions, évaluation insuffisante. Au final, des risques peut-être banalisés. Je pense qu'on les oublie, ces risques. On en est conscient si on se pose et on y réfléchit vraiment. Mais on est dans un quotidien où on ne nous donne pas cette possibilité de réfléchir. Donc, on n'a pas ce recul-là. Et on ne le prend plus au fil du temps. On est comme tout le monde, on relativise parce que ça s'est bien passé, ça fait 20 ans que ça existe. Il n'y a jamais eu de problème, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je travaille ici. Aucun souci, on s'appuie là-dessus. La notion de danger, elle n'existe plus. Pour la sortie du 12 septembre 2013, personne n'a réagi. Personne n'a perçu le danger. Peut-être parce qu'au fil des années, ces sorties accompagnées étaient devenues un but en soi. Il y avait 300 ou 400 sorties par an. Donc imaginez, on est 7 sociothérapeutes, il y a 300-400 sorties. On tournait sans arrêt. Finalement, on courait beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, avec la multiplication des sorties. On était dans l'action, en fait. Le sens de ce qu'on faisait, tout ça, ça nous échappait après. La dérive, elle était là aussi, c'est qu'on perdait le sens de ce qu'on faisait. On n'étudiait plus le dossier, on n'étudiait pas les objectifs. La priorité, c'était les sorties dans notre job. On se rendait compte de certaines choses qui dysfonctionnaient. On n'était pas complètement dupes, hein. Mais je pense qu'on n'avait pas de place pour dire des choses qui n'allaient pas. C'est la directrice qui a le dernier mot de toute façon. Et puis nous, une fois que quelqu'un a signé et que le détenu est apparemment prêt à sortir, nous, on est les exécutants. C'est nous qui partons en sortie avec eux. Donc, nous, on les accompagne parce qu'on a confiance en ce système-là et on pense que ça joue. Le meurtrier présumé a pu préparer son évasion en toute impunité, repérer les lieux, choisir qui allait l'accompagner, acheter l'arme de son crime. Il a pris en otage un système. Moi, j'avais le sentiment que, de toute façon, en tant que gardien, tout ce qui était dit était de toute façon pas entendu. C'est très frustrant quand vous dites quoi que ce soit et que vous n'êtes pas entendu. À un certain moment donné, vous évitez de dire. Puis finalement, ce n'est pas mon problème, que celui qui est plus haut assume. Donc vous faites juste ce que vous avez à faire, votre travail, et puis le reste, vous ne vous posez pas trop de questions. Pour beaucoup dans l'équipe, il y avait cette peur de perdre le travail. Ça, c'était quelque chose qui était clair. La directrice nous avait dit aussi, si vous portez plainte une fois contre un détenu qui vous insulte et qui vous frappe, vous êtes viré. Donc c'était quelque chose qui était une peur, quelque part.
On a un travail qui nous plaît parce qu'on y croit. On n'est peut-être pas d'accord avec la manière dont ça se passe, mais l'objectif final, on y croit et on a envie d'y croire. Envie d'y croire. Comme beaucoup de monde. Pendant 26 ans, la Pâquerette a préparé quelques 130 personnes à la réinsertion, organisé près de 7000 sorties. Cette institution pilote, visionnaire à sa création, a fait la fierté de Genève pendant des années. Finalement, tout le monde a fermé les yeux. Ce qui s'est passé montre clairement que malheureusement, les choses n'étaient plus en ordre. Il eût fallu certainement que les autorités compétentes, n'est-ce pas, la psychiatrie genevoise et pourquoi pas celles et ceux qui, au sein des autorités gouvernementales, devaient s'en occuper, le superviser, s'y intéressent un peu plus. Mais à l'époque, il faut quand même bien se souvenir d'une chose, c'est que ça n'intéressait personne, n'est-ce pas? La délinquance, les détenus, les taulards, c'était de la racaille. Et puis finalement, s'il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient d'accord de s'en occuper à notre place, on était ravis. Donc c'est facile aujourd'hui, effectivement, de tirer à boulet rouge sur les exécutants, mais c'est aussi, à mon avis, légitime que de rappeler qu'ils auraient dû être effectivement un peu mieux cadrés. Pour moi, ça fait des années que la Pâquerette était un petit navire. Et Adeline, elle travaillait sur le pont, comme tous les sociothérapeutes. Et puis il y a une tempête, et puis elle en est morte. Et où étaient les gens en cabine? Je ne sais pas. Où était la tour de contrôle? Je ne sais pas. Nous, on travaillait sur le pont, en fait. On dépendait des décisions des autres. La mort d'Adeline est bien plus qu'un fait divers. Ce drame met en cause l'État, le fonctionnement de ses rouages. Adeline est devenue le nom d'une affaire. Le 9 octobre 2013, un mois après sa mort, l'État reconnaît publiquement sa responsabilité. Moment solennel pour un mea culpa inédit. Nous sommes en présence ici d'un élément qui, institutionnellement, interpelle le fonctionnement de l'État et très clairement le Conseil d'État. Je tiens à dire que l'État a failli dans sa mission de protection de ses collaborateurs et collaboratrices. Au nom de l'État, je présente mes excuses à la famille de Madame Adeline Morel. 14 septembre 2014. La famille et les amis d'Adeline sont à nouveau réunis dans cette église d'Avuzy. Et son ami d'enfance lui rend hommage. Ma petite Adeline, le temps sans toi n'a plus la même valeur. Ça fait 367 jours que nous sommes privés de ta présence. 1 an déjà, 1 an seulement. Mais le sentiment qui a dominé cette année, c'est l'impression de vivre au royaume de l'absurde. Comment est-ce que ça a pu arriver? Ça n'a aucun sens d'être là aujourd'hui pour commémorer ton souvenir. Alors depuis 1 an, on lutte pour ne pas se laisser happer par le gouffre du non-sens, à coups de pétitions, de médias, d'émotions. Certains diront qu'il vaut mieux tourner la page et faire son deuil. Mais pour moi, la quête de vérité fait partie du deuil. Même si je sais que la vérité ne sera sans doute jamais complète, et que si un jour nous saurons comment cela a pu arriver, la question du pourquoi restera toujours sans réponse. Le temps n'efface pas le besoin de comprendre. 1 an après le drame, les proches ont le sentiment que l'affaire s'enlise. Comment arriver à accepter la perte de quelqu'un dans des conditions aussi atroces, imaginant ce qu'elle a dû endurer? On préférait se dire que tout a été, que tout n'a été finalement été qu'une question de malchance, que tout avait été fait correctement, mais que voilà, il a été juste plus fort que le système. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc, pour pouvoir accepter, il faut pouvoir avoir un minimum de réponses. Presque chaque mercredi, depuis décembre 2013, le meurtrier est amené ici, à grands frais, au ministère public. Les parents d'Adeline assistent à toutes les auditions, assis derrière une vitre teintée, à quelques mètres seulement de l'homme qui a assassiné leur fille. Une quête désespérée pour trouver quelques bribes de vérité. On a l'impression d'aider notre fille. C'est vrai que ces audiences sont souvent difficiles, même à chaque fois. Mais je ne regrette pas
d'avoir été, jamais. De le voir comme ça devant nous, c'est un choc. C'est impressionnant quelle assurance, quelle maîtrise de lui il a. Et c'est vrai que quand je pense à lui, je pense toujours à... Je vois que 2 grosses mains très molles, très affreuses qui ont tué ma fille. J'arrive pas à le considérer comme un être humain, j'arrive même pas à le voir comme un être humain. On entend ce qu'il dit, c'est effrayant. Et puis, on a peur aussi, ça c'est sûr, ça nous... Mais on apprend quand même des choses. Il nous a dit qu'on pouvait être fiers de notre fille. Elle a été digne jusqu'au bout et très professionnelle. C'est la seule chose qu'il nous a dite. Les auditions s'enchaînent. Le procureur n'a pas encore entendu tout le monde, notamment la directrice de la pâquerette. Et la date du procès n'est pas fixée. On parle de fin 2015, début 2016. Depuis 1 an, les enquêtes se succèdent. Certaines sont toujours en cours. Mais celle qui a déclenché la colère des proches, c'est le rapport consacré à la responsabilité de la directrice, le rapport Chapuis, publié au mois de mai. Un rapport qui contraste avec les enquêtes précédentes. Et le jour de la sortie du rapport Chapuis, on l'a vécu un petit peu comme un tsunami. C'est-à-dire qu'il y avait eu le rapport Ziegler, les excuses du Conseil d'État au mois d'octobre, très vite, et on s'est dit ça va dans la bonne voie. On a de la chance. Moi, j'ai pensé aussi à ce moment-là à l'affaire Marie, et je me suis dit, l'État de Vaud n'a pas présenté ses excuses. Peut-être qu'à Genève, on a pris la mesure de ce qui s'est passé. Mais la déception est lourde. Ce rapport de 200 pages parle d'erreurs de jugement et ne débouche que sur un simple blâme à la directrice. Les plus proches amis d'Adeline entrent en résistance. Psychologues, journalistes, avocats, ils créent ensemble le collectif Justice pour Adeline. La première réaction, ça a été la tenue d'une petite manifestation devant l'hôtel de ville le lendemain, pour dire qu'on n'était pas d'accord avec ces conclusions, qu'il y avait trop de discordance entre le rapport Ziegler et le rapport Chapuis pour qu'on s'en satisfasse. C'est comme ça que le mouvement est né, c'est de cette colère et de cette incompréhension surtout. Celle qui a dirigé la pâquerette pendant 13 ans garde son salaire. Elle est simplement changée d'affectation. La directrice n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est son avocat qui le fait. Pour vous, il y avait des dysfonctionnements à la pâquerette ? Je ne pense pas qu'il m'incombe de répondre à ce type de questions-là. Une enquête, je le répète, a été faite. Elle est complète, elle comporte plus de 200 pages. Le rapport comporte plus de 200 pages. Tout y figure. Votre cliente, elle n'a rien fait de faux ? Si ma cliente n'avait rien fait de faux, elle n'aurait pas été sanctionnée. Si ma cliente n'avait rien fait de faux, un blâme n'aurait pas été prononcé contre elle. De nouveau, je ne peux que vous renvoyer au rapport Chapuis qui explique, mais qui explique aussi comment Fabrice A réussi à manipuler toutes celles et ceux qui l'ont entouré. Ensuite, erreur de jugement, erreur d'appréciation, mais que l'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de minimiser quoi que ce soit. Adeline a été assassinée dans des conditions monstrueuses, et c'est inacceptable, c'est insupportable. Et je peux vous dire que ma cliente en souffre encore. C'est ce qui est le plus dur pour elle aujourd'hui, évidemment, c'est que sa collaboratrice est disparue et qui plus est dans des conditions semblables. Voilà, que voulez-vous dire de plus face à un drame semblable ? Bien sûr, alors erreur de jugement, d'appréciation, mais de tous, de toutes, de beaucoup plus de monde que d'une seule personne, à n'en pas douter. Alors, qui d'autre est responsable ? Dans cette affaire, 2 départements sont concernés, celui de la sécurité et celui de la santé. La pâquerette dépendait du département de la santé. Elle était rattachée au secrétariat général de l'hôpital cantonal. Quel rôle devait jouer ce service ? Quel contrôle a-t-il réellement exercé ? Les responsables n'ont pas voulu répondre à nos questions. Pas plus que Pierre-François Inger, qui était alors chargé de la santé. Côté sécurité, Pierre Maudet, lui, a accepté de s'exprimer sur cette affaire. Le conseiller d'État avait identifié les problèmes et même tenté de rapatrier la pâquerette dans son département au printemps. Mais en vain.
L'impression que j'ai eue après coup, j'ai d'ailleurs exprimé peu de temps après, c'est que petit à petit, cet établissement, dans l'établissement de Chandelon, est devenu un peu comme une bulle, où le pari était fait que systématiquement, on allait pouvoir réinsérer, que tout le monde était récupérable, et qu'il y avait comme une mission, une quête là derrière. La pâquerette n'était pas sous la responsabilité de Pierre Maudet au moment du drame. Mais son département chapeaute le service d'application des peines et mesures, le SAPEM, également mis en cause. Selon la loi genevoise, ce service ne pouvait autoriser la sortie du meurtrier présumé d'Adeline sans demander l'avis du conseiller d'État, ce qui n'a pas été fait. Cette loi, vous étiez au courant qu'elle existait ? Je suis au courant de l'existence de toutes les lois. Le problème, c'est pas d'être au courant de l'existence de la loi ou pas, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été appliquée. Auparavant, le directeur de la prison avait un contact direct avec le magistrat responsable du département. Aujourd'hui, on a créé des échelons de manière à pouvoir trouver des coupables, des boucs émissaires, pour protéger quelque part le politique aussi. Et ça, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses non plus. On a l'impression que des portes se ferment, ou en tout cas qu'il ne faut pas trop les pousser. On a l'impression que petit à petit, plus on demande des réponses, plus la réaction, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir. Ce document prouve que le gouvernement est intervenu pour limiter l'enquête sur ce drame. En décembre 2013, voici le courrier qu'il a envoyé au conseil d'administration de l'hôpital. Très concrètement, ce mandat doit rester strictement limité aux questions relevant d'une éventuelle responsabilité de la directrice. De dire à l'avance, ah non, mais vous ne regardez pas certains aspects, vous ne regardez pas les questions d'hiérarchie au niveau des HUG, vous ne regardez pas les questions liées à l'État et au département de tutelle, pour moi, c'est extrêmement problématique. Ça donne vraiment l'impression qu'on veut cacher quelque chose. Pourquoi avoir voulu limiter l'enquête ? Alors vous êtes mal renseigné et on ne commente pas le courrier du Conseil d'État. Pour tenter d'y voir plus clair, au mois de juin, le collectif dépose une pétition au Grand Conseil. Son but ? Que les députés votent une nouvelle enquête. L'affaire devient politique. Le 28 août, le débat est vif. Aujourd'hui, nous savons, mesdames, messieurs les députés, que les enquêtes qui ont eu lieu n'ont pas révélé tous les problèmes à tous les niveaux de la hiérarchie de l'État dans le drame qui est survenu. Madame, Messieurs, je vous pose la question. Lorsque le rapport parviendra à ce Parlement et que celui-ci décidera « Ah non, dans le fond, ça ne nous plaît pas, il n'y a pas les conclusions que nous voulons », alors qu'est-ce qu'on fera? On nommera une commission internationale. Et puis quand ce rapport ne plaira pas non plus, on nommera qui? On demandera à l'ONU éventuellement de faire une enquête. Mesdames, Messieurs, ce Parlement est juste en train de perdre la tête. Mais ce n'est pas tout. La presse révèle un projet secret de convention entre la famille d'Adeline et l'État. L'État reconnaît ses responsabilités, entre en matière pour payer une partie des frais d'avocat, à condition qu'aucune plainte pénale ne soit déposée contre un fonctionnaire. Les consorts Morel-Poy s'engagent à ne pas demander et à ne pas soutenir de mise en cause d'un agent de l'État ou des HUG dans la procédure pénale. L'État demande aussi que la famille se taise. Acheter le silence de quelqu'un pour un assassinat, moi personnellement, ça me choque, ça me semble pas normal d'un point de vue ne serait-ce qu'humain. À la limite, dire vous ne parlez pas, on paye vos avocats éventuellement, mais interdire de porter plainte contre d'éventuels responsables à des parents qui ont eu leur enfant assassiné, c'est-à-dire de demander à ce que les auteurs ne soient pas punis, ça me semble personnellement absolument aberrant. Mauro Poggia est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Ce qu'on a pu en déduire, c'était que l'État cherchait à acheter le silence de la famille d'Adeline parce qu'il y avait une clause qui disait en échange, on ne fait plus de procédure. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, c'est scandaleux de présenter les choses ainsi. On laisse entendre que l'État utiliserait des méthodes répréhensibles en essayant de museler de pauvres victimes, en leur disant « nous n'allons vous verser ce que nous vous devons qu'à condition que vous nous laissiez tranquilles ». Il est scandaleux de véhiculer un tel message qui est fondamentalement faux. Mais Mauro Poggia, le conseiller d'État chargé de la santé, a beau dire. Depuis des mois, la famille vit avec cette pression financière. Les frais d'avocat s'accumulent. Et les parents n'ont pas la certitude que l'État payera. Cette pression financière, au début, on n'y pensait pas.
Et puis petit à petit, on s'est dit, c'est clair que notre avocat, il fournit un certain travail, il va être payé pour ce travail. Et on s'est dit, mais si on devait payer cette facture, on devrait hypothéquer notre maison, voire la vendre. On nous a déjà enlevé notre fille, si on nous enlève encore cette maison dans laquelle elle a vécu, où on a de bons souvenirs avec elle, où on est bien, ça serait terrible. C'est un poids qui pourrait nous être enlevé, vu le chagrin et tout ce qu'on doit vivre. Alors, on espère que ça va bientôt se réaliser. Et Pierre Maudet, il nous a assuré qu'il y travaillerait. Parce qu'en lui, on a vraiment confiance et on va voir ce que ça va donner. Ces gens-là ont perdu leur fille, ils sont dans une inquiétude financière importante. Ce que je peux dire, c'est que l'État de Genève, en particulier par ma personne, a eu le souci à toutes les étapes qui ont suivi le drame de garder le contact avec la famille. Sur le volet civil et le volet des responsabilités de l'État, il y a des discussions qui sont en cours avec les avocats, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur les prises en charge financières, il y a des acomptes qui ont été versés par l'État. On ne connaît pas l'issue définitive, mais je crois pouvoir dire que depuis le début, l'État a considéré que la famille se classait du côté des victimes. Donc ces gens-là n'auront pas d'inquiétude financière? Je ne vois pas aujourd'hui où est-ce qu'ils devraient avoir des inquiétudes financières, à moins que les avocats qu'ils ont mandatés, mais je ne suis pas au courant du détail, les frappent d'honoraires excessifs. Les tractations sont toujours en cours. Reste ce malaise chez les proches, qui se sentent obligés de mener un combat qui n'est pas le leur. Depuis 11 ans, 12 ans que je suis dans cette branche, j'ai une confiance, je dirais pas aveugle, mais une grande confiance dans le système judiciaire suisse, dans le système judiciaire genevois, et je découvre des pans de cette société, de cette politique qui m'ont franchement... qui ont provoqué beaucoup de désillusions, qui ont remis en question beaucoup de mes croyances, de mes envies même. Donc c'est très difficile d'accepter de devoir se battre. On aurait envie de se battre avec eux et finalement on a l'impression de devoir se battre contre eux pour pouvoir avoir des réponses. C'est pas normal, on devrait pouvoir faire tout ça, se laisser porter par ce deuil et attendre que les choses viennent à nous au lieu de devoir aller les chercher. J'ai peur d'oublier sa voix, j'ai peur d'oublier des fois quelque chose, une attitude qu'elle avait, ou je me remémore toutes ces... Puis je lui raconte aussi tout ce qui se passe avec sa fille, ça c'est sûr. C'est la première fois que je les regarde en fait, depuis bien longtemps. C'est des photos de l'année dernière. Elle est où? Et en fait, c'est comme si toute l'horreur de la façon dont elle est morte venait effacer tous les moments heureux. Parce que c'est vrai que quand on regarde tout ça, ça me ramène tous les... En fait, ça me rappelle à quel point en fait on était heureux. En fait. Puis elle était heureuse. Elle a vraiment l'air... Elle est épanouie, elle est enceinte. Parce qu'on adorait la nature. C'est assez tragique de savoir qu'on l'ait retrouvée justement dans la nature. Je trouvais ça très tragique. Pour moi, c'était très tragique. Donc voilà, comme dans cette image, finalement, elle est toujours quelque part par là. Exactement comme... Là, on la voyait plus, mais elle reste dans le décor, toujours. Je continue aussi à avancer parce que... Avec Adeline, on avait établi certains principes de vie. Et j'essaye de les perpétuer, en fait. Et ça me fait tenir. Et... Certains principes de la vie, c'est pas fait pour souffrir, la vie, c'est fait pour être vécu, alors c'est facile à dire. On était heureux. Et je trouve que c'est les rangs d'honneur que de rester debout et de tout faire pour que sa fille puisse vivre une vie d'enfant le plus heureux possible,
avec son papa, avec un papa qui puisse être le plus heureux possible. Je crois que c'est vraiment lui rendre honneur. Voilà. Voilà pour cette enquête des coulisses de l'événement diffusée une première fois, c'était le 14 janvier 2015. 3 changements depuis. Premièrement, la directrice du SAPEM, le service d'application des peines et mesures, qui avait été suspendue dans un premier temps, a été récemment blanchie par la justice. Deuxième élément, le rapport de la commission d'enquête parlementaire, longtemps attendu et espéré pour le procès, sera finalement rendu public devant le Grand Conseil genevois au plus tard en janvier de l'année prochaine. Quant à l'aspect financier qui, vous l'avez vu dans le reportage, inquiétait les parents d'Adeline, il a fallu du temps là aussi, mais tout est finalement rentré dans l'ordre. Prochaine édition des coulisses de l'événement, ce sera dans 2 semaines. Nous reviendrons sur la tragédie du tunnel de Sierre, avec notamment le témoignage impressionnant d'enfants survivants. Rendez-vous donc le 19 octobre. Très bonne soirée à tous.